Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler d'un thème qui arrive très souvent dans la vie d'un investisseur, c'est lorsqu'une action s'effondre, est-ce que je vends ou je garde? Et ça arrive très souvent que quand on se connecte sur un compte, les chiffres deviennent de plus en plus sombres, des moins 28, moins 35, moins 41%, et des chiffres rouges partout sur les lignes. Et au final, même quand tu as des années d'expérience, ça fait toujours quelque chose. Tu te demandes, bah, est-ce que tu as fait les bons choix? Est-ce que tu as raté quelque chose? Est-ce que c'est le début de la fin? Ou est-ce que je dois tout couper avant qu'il ne soit trop tard? Et c'est là le vrai test de l'investisseur qui commence. Pas forcément quand tout monte, mais quand tout s'écroule. Et on a tous vécu ces moments-là. Tu achètes une action pleine de promesses, elle grimpe un peu, tu te sens vraiment malin. Et puis soudain, sans prévenir, le marché se retourne, un profit warning tombe, les taux remontent et ton gain disparaît, remplacé par une perte bien rouge. Et tu réalises que le plus dur en bourse, ce n'est pas forcément de choisir une action, mais c'est de maintenir mentalement quand elle plonge. Et selon une étude Fidelity, les investisseurs particuliers vendent en moyenne après une chute de moins 25% de baisse, souvent juste avant le point bas. Et le pire, c'est que 80% d'entre eux ratent la montée dans les 6 mois qui suivent. Alors aujourd'hui, on va voir ce que disent les chiffres, l'histoire et les investisseurs pros. Et je vais te montrer exactement comment moi je réagis quand une action s'effondre. Alors déjà, dans un premier temps, il faut comprendre pourquoi l'action s'effondre. Alors, c'est simple en fait. Avant de paniquer, il faut savoir quel type de baisse on vit. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs cas, et trois cas peuvent être apparentés. Déjà d'une part, une baisse du marché global. C'est lorsque tout baisse. Par exemple, en mars 2020, le CAC 40 a chuté de moins 38% en un mois. Et pourtant, il avait regagné 60% en un an. Et ce n'était pas la fin du monde, c'était juste une crise temporaire. C'était la crise du Covid. Parfois, ça peut être une baisse sectorielle. Le secteur entier est attaqué. Par exemple, en 2022, le Nasdaq, c'est-à-dire la tech, a perdu moins 33%. Et pendant que les banques ou l'énergie résistaient mieux. Et moi, je l'ai forcément vécu avec mon portefeuille de croissance. Troisième point, une baisse spécifique dédiée uniquement sur une seule action. Alors, ça peut être un problème d'entreprise, un scandale, des dettes, des résultats décevants. Je cite comme exemple Hayden, c'est un service de paiement qui a perdu moins 45% en 2023 après des marges jugées trop faibles. Mais après clarification, elle rebondit de plus de 80% l'année suivante. Alors, conclusion, avant d'agir, identifie bien la cause de la baisse. Si c'est macroéconomique, c'est souvent temporaire. Et si c'est fondamental, là oui, il faut forcément un peu s'inquiéter. Et là, on observe en fait un graphique concernant l'évolution d'un indice type du SP500 et du CAC entre 2008 et 2025. Donc là, on voit forcément que l'indice évolue favorablement entre 2018 et 2025, mais forcément euh, avec des chutes marquées, notamment lors du Covid en 2021 et aussi en 2022 lors des hausses de taux et d'inflation. Alors, que disent les statistiques historiques? Selon les données de JP Morgan Asset Management, une correction de 10% arrive en moyenne tous les 11 mois. Une vraie chute, c'est-à-dire de moins 20% au plus, c'est-à-dire le bear market, arrive au moins tous les 6 ans environ. Et malgré tout ça, le SP500 affiche un rendement de 9,4% annuel moyen depuis 50 ans. Autrement dit, dans la vie d'un investisseur, les baisses sont normales et inévitables.
Mais ce qui change tout, c'est ta réaction. Et selon le Dalbar Recherche, l'investisseur moyen obtient seulement 4% de rendement annuel, alors que le marché fait le double simplement parce qu'il vend au pire moment. Donc là, on a un graphique et on peut apercevoir en fait l'historique du SP500 depuis 1950 et on visualise clairement les grands cracks entre 1973 et 2020. Voilà, donc un crack à ce niveau-là, un autre crack là, là et là. Et au final, sur 70 ans, il y a eu au moins 5 cracks. Autre graphique qui montre en fait la durée et l'amplitude moyenne des baisses boursières. Donc des corrections, moins 10% sur tous les 3 mois, un bear market, moins 25% sur les 12 mois, et un crack qui arrive, généralement, un crack qu'on peut représenter pour un moins 45% tous les 2 ans. Alors, je vais vous dévoiler en fait ma méthode avant de décider. Déjà, d'une part, j'ai une checklist. Je relis forcément les fondamentaux. Est-ce que le chiffre d'affaires est-il encore croissant? Le bénéfice net s'effondre-t-il ou non? La dette augmente-t-elle dangereusement? Exemple, LVMH a perdu moins 25% en 2024, et c'est une action que j'ai sur mon portefeuille. Mais son chiffre d'affaires a encore progressé de plus 8% sur l'année. Donc je garde car c'est pour moi une simple correction de marché. Et j'estime que dans le temps, cette action-là progressera au fur et à mesure. Je regarde aussi la valorisation. Donc si l'action passe d'un PER de 35 à 20, elle devient peut-être attractive, notamment pour Microsoft. En 2022, le PER est tombé à 24 et depuis, il y a plus 70%. Et Microsoft, c'est notamment en 2022 que j'en ai acheté. Et je compare forcément avec ma thèse d'achat initiale. C'est vraiment le plus important. Si les raisons d'achat sont toujours valables, je garde. Si elles ont disparu, je vends. Et cela sans émotion. Et je voudrais même rajouter une autre remarque aussi, c'est que lorsque on achète une action, il faut, euh, il faut se remettre en situation, si elle devenait à descendre, qu'au final, on ne serait pas susceptible de vendre. Il faut être sûr de son achat, en fait, concrètement. Voilà. Et si on achète, on estime qu'en fait, on est apte à que l'action perde certains pourcentages et puis qu'elle puisse regagner par la suite. Et l'objectif, c'est d'éviter des moins-values concrets sur le portefeuille. Ici, c'est un exemple simplifié d'une analyse d'entreprise. Donc, c'est très simple, hein, voilà. Il montre l'évolution des revenus. Donc, c'est les barres en vert hein, que vous voyez là qui augmentent. La marge nette, donc la ligne bleue, et de la dette en ligne rouge. Et on voit que forcément, lors des périodes de crise, l'écart se réduit. Et quand la situation va beaucoup mieux, et bah, en fait, les marges nettes augmentent. Alors, quelles sont vraiment, bah, forcément, les heures fatales pendant une baisse? Et au final, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'aspect psychologique l'emporte plus sur le technique. Euh, Ce qu'on remarque le plus courant, c'est en fait, c'est vendre dans la panique. Exemple, en mars 2020, ceux qui ont tout vendu à moins 30% ont raté une remontée de plus 70% en 12 mois. Autre point, c'est renforcer sans réfléchir. Acheter la baisse, c'est tout à fait raisonnable, oui, mais seulement si les fondamentaux tiennent. Exemple euh, que vous connaissez, c'est Crédit Suisse qui avait perdu 50% et qui au final a fini à zéro. Autre point, c'est vraiment regarder son portefeuille tous les jours. Et ça, c'est une chose qu'on remarque, c'est que les études montrent que les investisseurs qui consultent moins souvent leur compte gagnent jusqu'à 2% de rendement annuel supplémentaire, simplement parce qu'ils agissent moins dans la panique. Donc celui qui a un problème psychologique en bourse, bah déjà c'est un peu défaillant d'avoir un problème psychologique, parce que c'est assez dur. Mais ce qui est
plus remarqué, en fait, c'est que concrètement, il vaut mieux éteindre son ordinateur quand les marchés chutent concrètement. Et, voilà. Et c'est tout à fait mieux sur le long terme. Donc là, c'est un graphique donc, typique de l'investisseur qui vend au plus bas et rachète trop tard. Et donc, cette courbe reflète concrètement l'investisseur émotionnel qui vend au plus bas pendant un crack et qui rachète malheureusement euh, trop tard, voilà, après le rebond. Donc, en vert, c'est le marché qui repart vers le haut après la chute. Là, on voit tout à fait là. L'investisseur, donc c'est la courbe en rouge qui sort malheureusement au plus mauvais moment et revient forcément quand les prix sont déjà plus chers. Et c'est à ce niveau-là. Et c'est un schéma fréquent qui illustre parfaitement les pertes liées aux décisions forcément impulsives. Alors, autre point à évoquer, bah, que font vraiment les pros pendant une chute? Je pense que vous connaissez toute cette phrase, il faut acheter la peur et vendre l'euphorie. Vous connaissez tous Warren Buffett, il a cette expression-là, soyez craintif quand les autres sont avides et avide quand les autres sont craintifs. Et une autre remarque de Peter Lynch, le pire moment pour vendre, c'est souvent celui où la peur est à son maximum. Et les grands investisseurs, eux, renforcent quand les valorisations deviennent intéressantes. Ils diversifient davantage pendant les crises et surtout, ils ne coupent pas leur position dans la panique. Exemple concret, en 2008, le SP500 a perdu moins 50%, c'est quand même important, mais ceux qui ont tenu jusqu'en 2013, forcément, il fallait attendre 5 ans, ont récupéré au moins 100% de leurs pertes avec un gain net. Donc là, on a un graphique qui montre le pouvoir de renforcement progressif du DCA. La courbe bleue montre la progression régulière d'un investisseur qui renforce progressivement en DCA, tandis que la courbe grise illustre le marché global avec ses fluctuations. Voilà. Donc, un investisseur DCA achète au fur et à mesure des mois, à toutes les périodes possibles, et au final, son portefeuille augmente de plus en plus. Après, ce qui peut être envisageable aussi, c'est que dans des périodes un peu basses comme celle-ci, celle-ci, on investisse un tout petit peu plus, et sur les périodes hautes, comme là et là, on investisse un peu moins. C'est ce que je fais de temps en temps. Donc, en conclusion, faut-il vendre ou acheter? Alors, selon moi, si les fondamentaux sont cassés, et réellement, je vends. Si c'est une simple tempête, voilà, je garde. Et il faut savoir que franchement, les baisses font partie du jeu. Et il faut en fait profiter de cette volatilité. Ceux qui gagnent en bourse ne sont pas ceux qui ont les meilleures actions, mais qui savent tenir quand tout s'effondre. Et rappelle-toi, c'est une chose importante, c'est que la volatilité, c'est le prix d'entrée au club des investisseurs. Alors, la prochaine fois que ton portefeuille vire au rouge, et peut-être que ça le sera dans les années à venir ou mois à venir, souviens-toi de ces graphiques. Le marché forcément corrige, il panique, il rebondissent, et c'est la vie de la bourse, en fait, concrètement. Mais à long terme, ce sont les investisseurs qui sont patients qui gagnent, et pas ceux qui sont pressés de faire différentes actions, et voilà, qui au final perdent sur le long terme. Alors, si tu as compris quelque chose et que tu as aimé cette vidéo, mets un pouce et dis-moi en commentaire quelle action t'a fait douter récemment. Et surtout, abonne-toi pour ne plus paniquer quand les marchés s'effondrent. Et je te souhaite à très vite pour une prochaine analyse. Et n'oublie pas ce dicton, le temps, c'est ton meilleur allié en bourse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.